Alors bonjour à tous déjà, je voulais remercier les organisateurs et organisatrices de m'avoir permis de venir vous parler aujourd'hui. Et finalement ça va assez bien s'enchaîner je pense. Bon, j'imagine que c'était tout à fait prévu, mais effectivement c'est assez étonnant. Puisque moi je vais vous parler donc de deux revues du 19e siècle qui sont l'Encyclopédie d'architecture et la Gazette des architectes et du bâtiment, dans la période 1851-1869. Ces deux revues, si je les ai choisies, c'est précisément parce qu'elles sont très liées, puisque la Gazette remplace l'Encyclopédie d'architecture à partir de 1863. Cependant, entre ces deux revues, on constate une évolution de vision qui se reflète déjà dans le choix du titre de chacune de ces revues, alors que d'une part le terme encyclopédie propose une compilation des savoirs d'une discipline, en l'occurrence l'architecture, la Gazette quant à elle est plutôt un message de proximité et de quotidienneté, alors que d'une part l'encyclopédie formule une distanciation plutôt scientifique et une ambition encyclopédique, la Gazette quant à elle cherche plutôt une efficience et un contact direct avec le terrain pour mieux faire passer son message. Les illustrations qui sont placées en frontispice de ces deux revues sont également le reflet de ces deux choix. D'un côté, l'Encyclopédie d'architecture propose une agglomération d'édifices de toutes les périodes, cultures et époques, alors que la Gazette, elle, donc en bas de cette image, propose un chantier en cours. Donc deux revues qui sont dans une continuité, puisqu'on a des équipes qui se combinent entre ces deux revues. Néanmoins, quelques différences dans leur manière de se présenter, en tout cas qui témoignent d'une évolution des lignes éditoriales de chacune de ces revues. Dans leur contenu, ces deux revues montrent des tendances assez similaires, notamment pour ce qui concerne les deux notions qui m'intéressent, qui sont d'une part la restauration et d'autre part ce que j'ai appelé production nouvelle, mais qu'on appellera peut-être aujourd'hui plutôt création. Mais j'ai préféré le terme de production nouvelle puisque le terme de création n'est pas employé dans ces revues. Et cela, on le constate dès la première année de publication de l'Encyclopédie d'architecture, dont vous voyez le récapitulatif des planches de la première année, puisque l'encyclopédie publie conjointement les dessins d'édifices aussi divers que la cathédrale Notre-Dame de Paris, le comble en fer de l'hôtel de ville de Paris, les plans de niveau de la bibliothèque Sainte-Geneviève et les dessins préalables à la réparation, c'est le terme qui est utilisé, du Pont Neuf, y compris des dessins d'installation de chantier. Donc j'ai choisi 4 exemples pour vous montrer un petit peu la diversité des choix qui sont faits. Et les approches, et donc les propositions, les époques sont variées et la revue permet ainsi la diffusion de procédés qui sont livrés à la boîte à outils du praticien. L'objectif à atteindre étant de fournir de bons exemples, notamment de mise en œuvre d'innovation, en particulier pour ce qui concerne le comble en fer de l'hôtel de ville, pour qu'ils servent de référence aux architectes. À chaque fois, cette diapo saute, je ne comprends pas pourquoi. Bon. L'actualité, donc une actualité technique à travers un certain nombre d'exemples, mais aussi de la pratique de la restauration qui se retrouve notamment à travers la publication épisodique des dessins du Pont Neuf, avec 9 planches qui sont publiées la première année, parmi lesquelles figurent aussi bien des relevés des existants que des dessins des cintres pour l'abaissement des voûtes. Les plans de la bibliothèque Sainte-Geneviève dans Ry-la-Brousse, c'est un bâtiment qui va mobiliser l'éditeur pendant les 7 premières années de publication, avec au total 45 planches de la bibliothèque Sainte-Geneviève qui sont publiées dans l'Encyclopédie d'architecture entre 1851 et 1858, comprenant donc à la fois des dessins généraux comme ceux-ci, donc ceux de la première année, mais aussi énormément de détails qui vont permettre une vision complète de l'édifice, comme l'annonce finalement le programme de la revue en 1851, donc dans cette idée d'exhaustivité au sujet d'un certain nombre d'époques, mais aussi dans les bâtiments qui sont montrés eux-mêmes, il y a une volonté d'exhaustivité de la présentation de ces édifices.
Un édifice équivalent en quantité de documents qui sont publiés, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris qui fait l'objet de la publication de 43 planches entre la première et la 7e année. Donc 45 planches pour la bibliothèque Sainte-Geneviève et 43 pour Notre-Dame de Paris. Et cet édifice est donc publié dans sa totalité pour montrer le travail des architectes restaurateurs au même titre que celui du concepteur de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et ces exemples illustrent donc, j'en ai choisi simplement quelques-uns, la publication conjointe sans distinction d'innovation technique, de travaux de restauration d'un ouvrage d'art, par exemple pour ce qui est du Pont-Neuf, d'une conception architecturale novatrice, donc là on est plutôt à la bibliothèque Sainte-Geneviève, et d'un chantier de restauration phare. Néanmoins, l'analyse du champ lexical de ces deux revues permet de décrypter des différences entre la restauration et la création. Donc même si ces ensembles, ce corpus est publié de manière conjointe, les termes qui sont employés ne sont pas exactement les mêmes. Et l'analyse des mots qui sont utilisés dans les articles de ces deux revues est claire sur le vocabulaire de chacun des pans de la discipline. D'une part, le lexique de la création est déjà très élaboré et particulièrement précis et en témoigne dans ces deux revues l'usage du mot « projet ». Il concerne la conception en tant que telle, le moment où l'architecte projette, imagine ce qu'il va faire et le traduit par une production de dessins et de maquettes. L'expression construction nouvelle est employée, elle prend le relais une fois que le projet est réalisé, construit. Aujourd'hui, effectivement, on parlerait plutôt de projet réalisé, chez les architectes en tout cas. À ce moment-là, dans la revue, à partir du moment où l'édifice se matérialise dans la réalité, on abandonne le terme de projet. D'autre part, le lexique des interventions sur les monuments historiques est beaucoup plus flou. C'est celui de la discipline de l'architecte, enrichi pour partie de celui de l'archéologue, avec des termes comme relevé ou état actuel. Et le compte-rendu de l'exposition d'architecture du Salon de 1869 permet de clarifier les différents usages lexicaux. Donc cet article de Laurence Chaperon, qui est donc publié en 1869, tout simplement parce que cet article propose de lui-même 4 catégories qui sont assez pratiques, qui sont 1, le dessin, 2, la restauration, 3, le projet et 4, les édifices. Dans la partie restauration de l'article, une occurrence du terme « projet » est accolée à 2 restaurations. L'auteur parle plus volontiers de la restauration seule, à laquelle il ajoute un certain nombre de termes comme agrandissement, véritable transformation, addition ou remaniement. On note dans cet article donc 2 occurrences du mot « projet » pour parler de l'agrandissement et du remaniement d'un château, qui est jugé très négativement par l'auteur, et donc on peut se poser la question de l'auteur refuse-t-il le terme de restauration à ce projet-là, puisqu'il le juge assez faible. Il utilise pourtant le terme de restauration à 12 reprises dans cette section, désignant des approches différentes. Il caractérise en réalité des cas confrontant l'architecte à un édifice ancien, un monument historique en l'occurrence, et le constat finalement est celui plutôt d'une grande confusion dans l'usage de ce terme, et donc là je rejoins mon collègue qui a parlé précédemment sur la définition de ce terme de restauration à travers 2 auteurs, et on se rend compte que les termes et leurs usages sont encore assez flous, alors que dans la partie sur les projets, pour le coup, le vocabulaire est assez fixé et assez clair. Cette approche par les mots, synthétisée donc dans le tableau que vous voyez derrière moi, révèle que le vocabulaire de ce que nous appelons la création aujourd'hui est très défini et permet de désigner des objets sans aucune confusion. Donc, je vous ai dit, aujourd'hui, le terme de projet est utilisé de manière plus floue. La frontière entre le construit et le papier est beaucoup plus trouble, puisque l'architecte parle de ses projets réalisés pour ce que le 19e appelle simplement construction ou édifice. Le vocabulaire du neuf est plus riche et plus précis que celui de la restauration, alors qu'aujourd'hui, on a une kyrielle de mots comme réhabilitation, transformation ou rénovation, par exemple, et restauration, bien évidemment, qui désignent chacun un sens différent, qualifiant des approches différentes de l'existant, la restauration étant plutôt réservée à la restauration, pour le coup, des monuments historiques. Une différence de traitement en termes lexicaux, donc, de la restauration par rapport à sa discipline mère qui se dessine à travers cette analyse du champ lexical.
notamment avec l'emprunt de termes liés à l'archéologie. Et donc j'ai essayé de regarder un petit peu la présence de l'archéologie dans ces deux revues, puisque le passé et le présent, je vous l'ai dit précédemment, sont présentés à égalité comme des équivalents. Et les échanges entre les innovations et les découvertes archéologiques sont proposés aux lecteurs assidus de la revue. En effet, en 1851, le terme archéologue apparaît donc dès la première année de publication de l'encyclopédie d'architecture, dans l'avant-propos, parmi ceux auxquels s'adresse la revue, puisque la revue s'adresse, je cite, aux maîtres de l'art, aux élèves débutants, aux artistes et aux archéologues, ainsi qu'aux entrepreneurs et aux artisans. Cet avant-propos de 1851 est donc suivi de la table que je vous ai montrée tout à l'heure, où les édifices sont classés par époque et mis en catégories pour ce qui concerne les dessins. Et donc ces catégories, architecture, menuiserie, mosaïque, serrurerie, peinture, maçonnerie, charpente. Mais la catégorie archéologie n'apparaît pas, alors que parmi ces dessins, il y a un certain nombre de relevés qui peuvent être considérés comme des travaux d'archéologie. Je vous montre ici la table de 1853. Il s'agit donc de la table analytique et alphabétique, toujours de l'encyclopédie d'architecture, qui fait apparaître pour la première fois cette catégorie archéologie. Son volume, donc je vous ai mis en jaune, est plus conséquent que les entrées architecte et architecture réunies, par exemple. Et cette catégorie se retrouve dans la même table les 2 années consécutives, donc 1854 et 1855, puis elle disparaît. L'archéologie réapparaît néanmoins à partir de 1865, donc 10 ans plus tard, dans les tables analytiques et alphabétiques de la Gazette des architectes et du bâtiment, dans la catégorie études analytiques, archéologiques et scientifiques, catégorie qui persiste jusqu'en 1869, donc c'est la date à laquelle j'ai arrêté cette étude, puisque c'est un moment d'interruption de la publication de la Gazette. L'archéologie est donc bien présente dans les tables, avec quelques années de disparition, qui ne signifie pas que l'archéologie disparaisse des publications. Elle n'est cependant plus tellement revendiquée en tant que telle, et on voit bien que cette catégorie études analytiques, archéologiques et scientifiques permet un petit peu de noyer le terme archéologie dans un certain nombre d'autres choses. Parallèlement, l'examen des tables des sommaires de la Gazette année par année à partir de 1863 montre l'étiolement progressif de la restauration des monuments historiques par rapport à celle des constructions nouvelles. La revue semble ne plus revendiquer le passé mais uniquement le présent, avec aucune restauration qui ne sont évoquées dès le premier numéro de 1863. Au numéro 4, cependant, de la même année, l'éditeur publie un article sur le château de Pierrefonds, une restauration certes, mais il n'évoque que la charpente en fer du corps de logis principal du château de Pierrefonds. Donc de ce travail d'Eugène Viollet-le-Duc, sur le château de Pierrefonds, seule la partie d'innovation est publiée. C'est donc ce qui prime pour la Gazette, c'est l'innovation, y compris dans les monuments historiques, qui ne se suffisent plus à eux-mêmes. Ces choix éditoriaux montrent une vision simultanée de la restauration et de la création en architecture, mais la part des restaurations s'amenuise progressivement. L'approche de la restauration, qui est donc nouvelle, comme vient de le dire mon collègue, est en train de se délimiter peu à peu, mais dans le champ et avec les outils de l'architecte, car c'est lui qui la prend en charge dans sa discipline. Comment donc interpréter cet étiolement de la restauration dans des publications qui sont pour le coup très liées au monde des monuments historiques? Eh bien, peut-être que la figure d'Eugène Viollet-le-Duc et sa présence dans ces deux revues permet d'éclairer ce point, puisque dans les débuts des revues, il n'apparaît que très peu ou en filigrane, et à partir de 1866, son nom apparaît de manière beaucoup plus significative, en particulier pour les constructions neuves. Voici la table de 1863, donc de la Gazette des architectes et de 1866, pardon, de la Gazette des architectes et du bâtiment, avec la publication de l'église paroissiale de Saint-Denis, qui occupe une place conséquente et même prépondérante dans la catégorie architecture.
Sa pensée, ça montre déjà qu'un certain nombre de choix éditoriaux font que la publication de cette église mobilise quand même un certain nombre, un grand nombre de publications dans cette année 1866. Sa pensée théorique est également de plus en plus clairement énoncée, avec, en 1865, une nouvelle fois la restauration du château de Pierrefonds qui apparaît, avec de nouveau le comble en fer, et cet article signé d'un certain A.B., peut-être Anatole de Baudot, si on se risque à l'hypothèse, qui nous dit « Quoique ce comble présente une disposition générale assez compliquée, sa combinaison générale, comme ses détails, sont d'une extrême simplicité. Cet exemple montre quel service peut rendre le fer dans l'établissement des combles, comme il se prête rationnellement à toutes les exigences. » Dans un article donc sur la pratique dans les édifices anciens, est un plaidoyer pour un matériau innovant. Les restaurations des monuments historiques doivent, au même titre que les constructions neuves, porter l'innovation, l'inventivité, la créativité propre à l'architecte. L'année suivante, donc 1866, oui, c'est toujours, non, c'est la même année, pardon. C'est une conférence d'Eugène Viollet-le-Duc lui-même à la Sorbonne qui est publiée dans son intégralité. Et cette conférence s'intitule « De l'architecture dans ses rapports à l'histoire ». Et donc je vous ai mis la citation, « L'architecture dans ses rapports avec l'histoire, il existe donc des rapports entre l'histoire et l'architecture, la réponse ne peut être qu'affirmative. » Dans un long développement, Eugène Viollet-le-Duc s'attache à démontrer que la grande architecture est celle qui répond à la civilisation dans laquelle elle est construite. Il conclut en exposant en quoi l'histoire permet la production d'œuvres en parfaite adéquation avec leur temps. L'histoire et l'archéologie ne sont que des moyens, ils ne sont pas des fins, mais des outils pour penser l'architecture qu'il dit moderne. Alors que ce rapport au passé est clairement énoncé donc par Eugène Viollet-le-Duc dans cette conférence qui est publiée dans son intégralité dans la Gazette, elle s'exprime aussi dans des lieux un petit peu plus inattendus, notamment une série d'articles publiés toujours dans la Gazette par le fils d'Eugène Viollet-le-Duc, donc Eugène-Louis Viollet-le-Duc, sur la restauration du château de Saint-Germain-en-Laye par Eugène Millet, à partir de 1863. L'auteur reprend donc d'abord la démarche à adopter, il faut regarder l'édifice ancien pour le voir, donc il y a une espèce de méthodologie d'approche de l'édifice ancien qui est exposée, puis il nous raconte il nous raconte le projet d'Eugène Millet, lauréat du concours organisé pour l'occasion, et les travaux de restauration du château de Saint-Germain sont exposés au fur et à mesure de leur exécution grâce à plusieurs articles qui traitent du château, notamment sur un certain nombre de points de détail, y compris techniques, puisque vous voyez qu'ils sont même publiés les installations de chantier de ce chantier d'Eugène Millet. Et il faut attendre le numéro 15 de la même année pour que l'auteur révèle enfin l'idée sous-jacente à cette publication longue et précise. Et il dit « Dans presque tout ce qui se fait de nos jours comme architecture, il est impossible de trouver un enseignement. Soit que la construction montre un désaccord complet entre les formes adoptées et les destinations, soit qu'elles accusent une incompatibilité entre la nature des matériaux employés et la façon dont ils ont été mis en œuvre. Il faut chercher longtemps avant de rencontrer un édifice dont l'extérieur soit l'expression d'un besoin et dont la structure soit basée sur la nature des matériaux. L'architecture est, de tous les arts, celui qui doit emprunter le plus au raisonnement. Cette vérité est peu reconnue de notre temps où le raisonnement est généralement sacrifié à la fantaisie. Lorsque les formes d'une architecture sont raisonnées, elles ne font jamais naître l'idée de les remplacer par d'autres, elles rendraient d'ailleurs cette substitution impossible. » Même dans les termes choisis, Viollet-le-Duc fils reprend beaucoup d'éléments de la parole de son père. Cet article permet donc de clarifier la doctrine sous-jacente de la ligne éditoriale de la Gazette et elle intervient étonnamment dans un long exposé en plusieurs épisodes de la restauration d'un édifice et non comme on pourrait l'imaginer dans l'exposé d'un bâtiment neuf ou dans une tribune clairement affichée comme telle. Finalement, c'est la valeur de l'exemple qui compte le plus parce que la démonstration qui en résulte est absolument implacable. Dans l'article du numéro suivant, l'auteur opère de nouveau ce passage, donc on est toujours sur des articles sur la restauration du château de Saint-Germain-en-Laye, ce passage de la pratique à la théorie, en disant
Ce ne sera jamais une masse de matériaux empilés les uns sur les autres sans accuser la structure. Ce sera toujours un assemblage raisonné dont chaque partie aura non seulement une valeur absolue, mais encore une valeur relative impossible à nier. La théorie s'expose à travers la pratique, expliquant pourquoi la place des restaurations diminue avec les années. Seuls les bons exemples, ceux capables de porter la théorie, sont publiés. L'enseignement par l'observation des œuvres du passé est l'affaire du chantier menée avec raison par Millet. Au fur et à mesure donc, que se forme la doctrine de la restauration et le corps des architectes qui la pratiquent, ce nouveau champ disciplinaire, très présent au début de la publication des revues, disparaît peu à peu. La doctrine portée par Eugène Viollet-le-Duc, quant à elle, va crescendo. Elle apparaît de plus en plus nettement dans les publications et les choix éditoriaux de ces deux revues, entre 1851 et 1869. L'influence de ces deux ouvrages majeurs qui sont publiés les mêmes années, donc le dictionnaire raisonné de l'architecture entre 1854 et 1868 et les entretiens sur l'architecture entre 1863 et 1872, se fait sentir. Dans le même temps, les restaurations disparaissent. Et les restaurations, on peut se poser donc légitimement la question de savoir si les restaurations à l'œuvre peuvent-elles encore être le support de la théorie de la doctrine d'Eugène Viollet-le-Duc. Et le cas du château de Saint-Germain, longuement relaté dans les publications, semble répondre positivement à cette question, puisque l'exemplarité permet à l'entourage d'Eugène Viollet-le-Duc de proposer une doctrine pour l'architecture où l'histoire est un outil du projet et le projet porteur de la théorie rationaliste. Je vous remercie.